Les podcasts d'Orion, à écouter en voiture, entre deux visites ou confortablement chez vous. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui, nous parlons à nouveau du cancer du sein à l'occasion de cette belle campagne qui est Octobre Rose. Et aujourd'hui, notre invité est Philippe Perrin, notamment infirmier, mais aussi éco-infirmier. Alors Philippe, qu'est-ce que c'est un éco-infirmier ? Bonjour, oui, alors un éco-infirmier, c'est un infirmier qui va travailler sur la thématique particulièrement de la prévention, de la promotion de la santé, de la prévention primaire, donc qui va parler des facteurs de risque qui peuvent être évités pour réduire donc l'apparition de très nombreuses maladies. Donc c'est un infirmier qui va essayer d'être dans l'anticipation de l'apparition de très nombreuses maladies, réduire l'incidence de très nombreuses maladies, dont notamment des cancers par exemple. C'est vrai que l'anticipation, la prévention, c'est un véritable enjeu de santé publique. On a de plus en plus ces mots-là qui apparaissent dans le rôle propre infirmier. Donc c'était l'occasion d'en parler ensemble. Aujourd'hui, on vous propose avec Philippe de démonter certaines idées reçues qu'on entend souvent. Donc ça peut vous aider auprès de vos patients, mais aussi pour vous-même, entre collègues. Et la première, ce serait que la génétique serait la principale responsable des cancers. Oui, alors c'est souvent ce qu'on dit sur les cancers, l'ensemble des cancers. En fait, la génétique ne joue qu'un rôle très accessoire sur l'incidence des cancers. On a, selon les types de cancers, on parle de 5, 10, voire 15% tout au plus des cancers qui sont d'origine génétique, en tout cas qui ont une connotation forte génétique. Ce qui veut dire que la quasi-totalité, enfin la très grande majorité des cancers ne sont pas liés à la génétique. Et d'ailleurs, ça s'explique de façon assez logique. Enfin, quand on prend un petit peu de recul, on se rend compte que la progression des cancers est tellement rapide que cette progression ne peut pas venir de la génétique, parce que s'il y avait des modifications génétiques dans la population, ça s'opérait sur un grand nombre de générations. Or, la progression des cancers se fait en une cinquantaine d'années à une vitesse extrêmement rapide. Ça ne peut donc pas être d'ordre génétique, si bien sûr on supprime tous les biais de dépistage. Si on a une très forte progression des cancers sur un laps de temps si court, ça ne peut pas être d'ordre génétique. Donc il faut arrêter de se cacher derrière la génétique. Oui, bien sûr, ça joue un rôle, mais ça ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt. Dit plus simplement, si on n'a pas de cancer d'antécédent dans sa famille, ça veut dire qu'on n'est pas forcément à l'abri d'un cancer dans sa vie. Oui, bien sûr, tout à fait. C'est un petit peu, ça peut, on aurait l'impression de se dire que tout est génétique, donc s'il n'y a pas de prédisposition génétique, il n'y a pas de risque de cancer. C'est totalement faux. C'est totalement faux. C'est effectivement quelque chose qu'on entend pourtant trop. La seconde idée reçue, c'est celle que la meilleure des préventions serait le dépistage. En effet, le dépistage, c'est aujourd'hui un véritable aussi enjeu de santé publique. C'est notamment un des enjeux de cette campagne Octobre Rose. Mais est-ce qu'on peut réellement parler de prévention ? Alors, sur un plan strictement de la définition, oui, parce que sur un plan médical, la prévention, c'est pas simplement le fait d'éviter l'apparition d'une maladie. Ça, c'est la prévention primaire. Mais la prévention secondaire, c'est notamment le dépistage. Et pour notion, la prévention tertiaire, c'est l'éducation thérapeutique. Donc le dépistage fait partie de la prévention, mais c'est de la prévention dite secondaire. Elle n'empêche bien évidemment pas les femmes, par exemple, quand on parle du cancer du sein et de mammographie, ça n'empêche pas les femmes de développer des cancers du sein, bien évidemment. Ça permet d'anticiper la déclaration de ces maladies, du coup d'avoir de meilleures chances de survie et une amélioration de l'efficacité des traitements. Donc oui, c'est un outil intéressant pour réduire la mortalité. La mortalité par cancer du sein, elle a tendance effectivement à diminuer légèrement. Mais dans le même temps que la mortalité diminue du cancer du sein, notamment par effectivement le diagnostic précoce, il y a par contre une progression des cas incidents, de l'incidence du nombre de nouveaux cas de cancer du sein, particulièrement chez les jeunes femmes, qui doit surtout là encore être pris en compte. On a l'impression que faire des mammographies permettrait de lutter efficacement contre le cancer du sein pour réduire la mortalité, certes, mais la première chose à faire, ce serait d'éviter l'apparition. Et là, la mammographie n'apporte aucun bénéfice. C'est un point à considérer. Et on peut même d'ailleurs se poser la question, parce qu'on sait qu'un des facteurs de risque de l'ensemble des cancers d'ailleurs, c'est l'exposition aux rayons X. Or, une mammographie expose la glande mammaire
à des rayons X. Alors évidemment, les appareils modernes délivrent de très faibles doses, on est sur des niveaux d'exposition très faibles. Néanmoins, on peut aussi considérer que les mammographies constituent un facteur de risque de cancer du sein. Bon, bien sûr, à mettre en balance avec les bénéfices occasionnés par le dépistage précoce par mammographie. Donc, l'un dans l'autre, on peut clairement continuer de recommander, bien sûr, ces mammographies. Mais là encore, il ne faut pas se cacher derrière la mammographie pour dire que c'est comme ça qu'on va vaincre le cancer du sein. C'est totalement stupide et c'est complètement incohérent, en fait. Donc peut-être qu'une meilleure manière de lutter contre le cancer, ce serait un meilleur traitement. En tout cas, c'est notre troisième idée reçue. La solution contre le cancer serait un meilleur traitement. Bah, ça dépend ce qu'on veut. Posons-nous la question. Est-ce que quand on parle du cancer du sein ou de quelque autre localisation, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez de meilleurs traitements pour augmenter vos chances de guérison? Ou est-ce que vous souhaitez plutôt éviter de passer par la case cancer? Bon, bah, je pense que n'importe qui, normalement cortiqué, j'allais dire, va dire « Ok, je préfère éviter l'apparition du cancer ». Et ben, c'est dans ce contexte-là qu'il faut voir les choses. On ne peut pas tout miser sur le traitement, d'abord parce qu'on a un problème d'ordre économique, financier. Les nouveaux traitements contre le cancer du sein donnent des résultats très prometteurs, mais ont des coûts exorbitants. Vous avez une perfusion, pour certains types de traitements, c'est 340 000 euros. Enfin, combien va-t-on pouvoir soigner de cancer avec des fonds de la sécurité sociale, avec des cotisations de sécurité sociale qui sont aujourd'hui dans une situation extrêmement critique? Tout miser sur le traitement, c'est clairement conduire à terme à l'effondrement de notre système de santé. Et c'est arriver à un système de santé à deux vitesses, ceux qui auront les moyens de se payer les traitements et ceux qui n'auront pas les moyens. Donc, miser là encore, comme sur le dépistage, miser sur les traitements, on est dans une vision qui est complètement... c'est une impasse grave, parce qu'elle nous menace, elle menace l'équilibre du système de santé. Donc, c'est à terme l'effondrement du système de santé si nous misons tout sur le champ du curatif. C'est une très très grosse erreur. Et d'ailleurs, quand on parlait du dépistage, il ne faut pas oublier que la plupart des personnes qui viennent faire du dépistage de quelque maladie que ce soit sont donc inquiètes par cette maladie, donc sont sans doute très réceptifs à des messages visant à réduire les risques d'apparition de la maladie. Et quand on vient faire un dépistage du cancer du sein, est-ce qu'on vous distribue une information, est-ce qu'on vous donne une information sur comment réduire votre risque de développer un cancer du sein? Non. Et pourtant, on est face à des femmes qui sans doute sont inquiètes par rapport à ce risque. Donc, ils seraient extrêmement réceptifs à cette information. Et c'est pas parce qu'on a plus de 50 ans, l'âge des premières mammographies, chez une personne qui n'a pas de facteur de risque génétique, c'est pas parce qu'on a plus de 50 ans qu'il n'y a plus rien à faire. On sait que, bien sûr, le risque de cancer du sein, c'est à tous les âges, et c'est lié à des expositions auxquelles on est soumis à tous les âges. Mais même après 50 ans, il reste encore bien des choses à faire pour réduire l'apparition de risque de cancer du sein. Donc si je reprends ce qu'on vient de se dire ensemble, non, on ne peut pas, dans un sens ou dans l'autre, faire uniquement confiance à ses antécédents génétiques. Deuxièmement, penser que, la prévention, c'est du dépistage, non, puisque, par, définition, quand on, le dépiste, le cancer est finalement déjà là et on ne travaille pas, encore une fois, sur l'incidence, mais bien sûr ce critère de mortalité qui est quand même essentiel. Et enfin, on ne peut pas uniquement baser, ses recherches sur la recherche d'un meilleur traitement qui serait de moins en moins sans doute accessible et qui, encore une fois, n'aurait pas de lien sur cette fameuse incidence. L'incidence, on en parle beaucoup et finalement, c'est tout l'enjeu de l'observation, l'identification et le travail sur ces facteurs de risque, donc l'observation de ces facteurs environnementaux. Alors, il y en a des très connus dont on parle beaucoup. Pour rappel, quels sont-ils? Alors, on parlait des facteurs génétiques, mais qui vont jouer de l'ordre de 5 à 10%. Il y a les pubertés précoces, les ménopauses tardives. Bon, là, on ne peut pas trop agir là-dessus, bien évidemment. Mais sauf qu'on a une progression aujourd'hui des pubertés précoces. On se pose aussi beaucoup de questions sur l'origine de ces évolutions. Le nombre d'enfants, la durée de l'allaitement, bon, des facteurs sur lesquels il n'est pas très, très évident d'agir, ou en tout cas, on ne va pas avoir plus d'enfants pour réduire son risque de cancer du sein. Il y a des facteurs qui sont connus aussi et qui sont plus facilement maîtrisables, c'est la consommation d'alcool, qui serait responsable lors de 15% des cancers du sein, par exemple, le tabac aussi, le surpoids, la sédentarité,
l'âge, voilà, grosso modo, quelques-uns des facteurs les plus connus qui nous sont régulièrement présentés et qu'il faut bien sûr présenter en amont parce qu'en plus, quand on lutte contre l'exposition au tabac ou à l'excès d'alcool ou au surpoids, c'est pas juste vis-à-vis du cancer du sein qu'on va avoir des bénéfices, c'est aussi vis-à-vis de nombreux autres cancers, mais aussi de nombreuses autres pathologies. Donc, ce sont des co-bénéfices à tous les niveaux d'avoir une meilleure hygiène de vie. Ça, c'est pour les facteurs de risque de cancer, notamment du sein, qui sont connus. Mais il y en a beaucoup d'autres qui sont inconnus et pour lesquels, malheureusement, on passe sous silence bien souvent les informations. Et justement, alors si on en parlait un petit peu de ce dont on ne ces fameux facteurs dont on parle moins et qui sont pour autant, essentiels ou en tout cas, il faudrait qu'on se mette à en parler davantage. Oui, alors il y en a beaucoup. Alors là, on rentre dans le domaine du champ de ce qu'on appelle la précaution. La prévention s'établit en regard d'un facteur de risque connu. La précaution s'établit en regard de facteurs de risque qui ne sont pas encore certains. Donc là, on rentre dans le champ de la précaution, mais ce sont là encore des éléments qui sont souvent assez faciles à mettre en place, plus ou moins faciles à mettre en place, et donc sur lesquels on pourrait agir. Alors il y a par exemple un facteur de risque qui est connu, qui est le travail de nuit. Bon, alors le travail de nuit favorise l'apparition du cancer du sein, c'est pas négligeable, hein. D'autres types de cancers aussi d'ailleurs. Mais là, on ne peut pas empêcher les gens de travailler de nuit. Et heureusement que les personnes travaillent de nuit, notamment des infirmières qui travaillent de nuit. On sait que le risque est significativement augmenté de risque de cancer du sein. Si on parle du travail de nuit en disant c'est un facteur de risque, il faudrait aussi peut-être le compenser par une meilleure alimentation pour les personnes qui travaillent de nuit, qui pourrait contrebalancer une partie de ces effets. Et quand on voit la qualité de l'alimentation et comment les personnes s'alimentent quand elles travaillent la nuit, il y a toute une réflexion à mener clairement, parce que pour l'instant, ce n'est pas pris en compte. Mais si on parle du travail de nuit, c'est notamment parce qu'on a une exposition à la lumière nocturne. Or, par contre, chez soi, il est facile de faire l'obscurité, souvent facile de faire l'obscurité dans sa chambre pour dormir dans un environnement obscur. Ça, la lumière nocturne, la pollution par la lumière nocturne est un facteur de risque du cancer du sein. Et là, on peut assez facilement le maîtriser chez soi. C'est un facteur de risque qui est associé aussi notamment au diabète. On soupçonne aussi à l'Alzheimer. Bon, bref, facile de faire l'obscurité dans sa chambre pour réduire son risque de cancer du sein. Peut-être, une opinion pas très, populaire, mais, ça me fait penser à la luminothérapie, qui, est, un des, soins de support, ou en tout cas, qui accompagne, nombre de patientes qui sont, déjà dans un moment curatif du cancer. On en entend de plus en plus parler. Est-ce que vous avez une idée là-dessus? Alors, attention, j'ai pas dit que c'était la lumière qui posait problème. C'est la lumière à certaines phases des 24 heures. C'est très différent. Mais effectivement, l'exposition à la lumière est un enjeu important aussi pour réguler notamment la production de la mélatonine, cette hormone qu'on appelle l'hormone du sommeil, qui joue aussi un rôle important dans la production d'œstrogènes. Donc, ça dépend à quelle heure on fait de la luminothérapie. Faire de la luminothérapie en pleine nuit, ce serait stupide. Le faire dans les heures du jour habituelles, oui, par contre, ça peut jouer un rôle, notamment sur les syndromes dépressifs, sur les symptômes dépressifs notamment. Donc, il faut être bien conscient aussi que l'administration de certains facteurs à certaines époques sur 24 heures va pouvoir jouer un rôle favorable ou défavorable selon la période, quand même. Très bien. Et puis alors, il y a d'autres facteurs, hein. On pourrait parler aussi des champs électromagnétiques, des pollutions électromagnétiques générées par, on parle des lignes très haute tension, de la proximité des appareils électroménagers dans son quotidien, serait un facteur de risque de cancer, notamment de cancer du sein, mais de cancer pédiatrique aussi. Ce serait assez judicieux sans doute d'éloigner sa tête de lit des appareils électriques en fonctionnement la nuit. En tout cas, de les éloigner suffisamment pour réduire très sensiblement l'exposition à ces champs électromagnétiques, par exemple. On sait aussi que la pollution de l'air est très probablement associée au cancer du sein, par exemple, comme à de nombreuses autres pathologies. Là, c'est une action individuelle pour un bénéfice collectif. Il y a aussi les PCB, les polychlorobiphényles, des substances qui ont été synthétisées par les humains depuis de très nombreuses années, qui sont aujourd'hui interdites, qu'on trouve dans les poissons, notamment les poissons prédateurs, qui vont concentrer ces contaminants. Et attention ici à la consommation des poissons prédateurs. On devrait plutôt manger d'ailleurs des poissons plus des sardines, des harengs, des anchois, du capellan, plutôt que de manger du thon, du requin aussi parfois, de l'espadon, qui sont des animaux en haut des chaînes alimentaires et qui vont plus concentrer ces PCB.
Et quand on parle des substances chimiques, il y a aussi bien sûr tout le domaine des pesticides. Alors, on a un grand nombre d'études qui montrent que les pesticides influent sur l'apparition de très nombreuses pathologies, notamment du cancer, et notamment du cancer du sein. J'en veux pour preuve une excellente étude épidémiologique menée en France, la cohorte Nutrinet, qui concluait il n'y a pas très longtemps qu'on pouvait réduire pratiquement d'un tiers les risques de cancer du sein post-ménopause lorsqu'on consommait des produits alimentaires beaucoup moins riches en pesticides ou quasiment exempts de pesticides, notamment des produits biologiques. La consommation de produits biologiques devrait être clairement, très clairement encouragée, tant d'ailleurs pour un bénéfice sanitaire que pour des bénéfices environnementaux. Et sans compter que les effets sanitaires de la consommation de produits biologiques permettent de réduire aussi le risque de surpoids, d'obésité, de diabète. Enfin, il y a beaucoup de bénéfices, hein. Il y a aussi tous les problèmes des perturbateurs endocriniens trouvés notamment dans les matériaux en contact alimentaire. Réduire les contacts aliments plastiques serait sans aucun doute une très bonne idée. Donc éviter de chauffer un aliment dans un récipient en plastique, le mettre dans une assiette et le faire réchauffer ensuite, ou au four traditionnel par exemple à ce moment-là. Mais réduire dès que c'est possible les contacts aliments plastiques, c'est assez facile à faire. Ça ne peut pas être total, bien évidemment, parce que dans notre alimentation moderne, c'est compliqué de se passer du plastique, mais en tout cas, réduire sensiblement ce genre de choses. Il y a beaucoup d'éléments de ce genre qui pourraient être pris en compte. Il y a l'exposition au cadmium, dont on parle beaucoup aussi. Le cadmium, dont on a beaucoup parlé il y a quelque temps dans le chocolat, puisque c'est un élément toxique qu'on trouve dans le sol, qui va être piégé par les racines des végétaux et qui va contaminer les aliments. On sait que ce cadmium, il est présent dans le pain, beaucoup dans les céréales, parce qu'on introduit sur les sols, on contamine nos sols par du cadmium qui va être pompé par les végétaux et que nous allons finir par manger ce cadmium. Or, ce cadmium, il est introduit sur les sols par des engrais solubles, des engrais issus de l'agriculture industrielle, qu'on appelle les NPK en agriculture. Donc là encore, la consommation de produits biologiques serait clairement recommandée puisqu'elle interdit l'usage de ces engrais NPK. Donc elle réduit sensiblement la contamination par le cadmium, qui est aussi associé d'ailleurs au cancer du pancréas, qui a de très très forte progression, le cancer du pancréas aussi. Voilà, on pourrait. Enfin, en fait, il y a beaucoup d'éléments. Je peux faire une espèce d'inventaire. Il y a aussi un autre composé qui serait souhaitable d'éviter, ce qu'on appelle les acrylamides. Enfin, l'acrylamide. L'acrylamide, c'est un composé chimique issu des passages à haute température, des composés contenant un peu des glucides, notamment dans les pommes de terre, les chips, par exemple, les frites, le pain dans une certaine mesure. Enfin, tout ce qui est un petit peu trop grillé. C'est ce qu'on appelle des composés de Maillard, qui sont connus pour toutes sortes d'effets peu recommandables, notamment, par exemple, aussi sur le cancer du sein. Donc, ça veut dire, par exemple, faire griller un peu moins son pain, préférer des frites un peu moins grillées, par exemple. Des recommandations qui sont assez faciles à faire et qui pourraient être faites auprès des industriels pour les inciter à réduire la formation de ces acrylamides lors des processus industriels. Il y a eu des améliorations assez sensibles. Donc, il y a quand même des choses qui bougent un peu favorablement sur le sujet, mais on va trop lentement et malheureusement, en regard de cette lenteur, les cancers du sein continuent de progresser notamment. Et tout l'intérêt du coup de ces facteurs environnementaux, c'est d'être déjà connus pour, au-delà de la prévention, aller même vers un système de précaution qui serait favorable au collectif. Une bonne cible, c'est effectivement le professionnel de santé et en particulier sans doute l'infirmière libérale qui est souvent, que vous connaissez, vous faites partie de la profession. Vous êtes ces professionnels qui sont en première ligne et qui aussi parfois, parce qu'ils sont au domicile, sont capables de repérer ces fameux facteurs quand ils font partie du quotidien. Alors, c'est jamais trop tard pour prendre de bonnes habitudes. Qu'est-ce que vous conseillez de votre côté à nos auditeurs par rapport à ce rôle d'infirmier? Effectivement, quand on intervient à domicile, en plus, on observe le patient dans son environnement quotidien, donc dans ses expositions quotidiennes. Donc moi, je ne pourrais que leur recommander d'aller s'informer, se former éventuellement sur le sujet, parce que il est assez facile, quand on les connaît, de repérer pas mal de sources d'exposition. Il y a juste quelques illustrations, alors pas spécifiquement sur le cancer du sein, mais sur de très nombreuses pathologies. On sait aujourd'hui l'importance des combustions.
Tout ce qui brûle génère des produits, des sous-produits qui sont, pour beaucoup d'entre eux, extrêmement préoccupants. On connaît ça pour le tabac, bien évidemment, mais il n'y a pas le tabac. On parle beaucoup notamment des bâtonnets d'encens. L'encens, il faudrait clairement l'éviter dans l'habitat. On est d'ailleurs, quand on regarde comment traditionnellement l'encens est utilisé, c'est plutôt à l'extérieur, hein. Donc voilà, observer les sources de combustion, informer sur l'intérêt de bien aérer un logement, sur l'intérêt de réduire aussi l'exposition à tous ces produits chimiques qu'on utilise pour parfumer dans l'intérieur. Il y a là-dedans ce qu'on appelle les alkylphénols. Toute la famille, la très grande famille des alkylphénols, et là-dedans, on a beaucoup, beaucoup de polluants qui sont extrêmement préoccupants pour leurs impacts sanitaires, notamment sur le cancer du sein. Ça, c'est ce qu'on va trouver dans des détergents synthétiques, dans des sprays désodorisants, dans des produits qu'on branche sur les prises pour diffuser des parfums magiques, etc. Ça, on se débarrasse de ce genre de choses. On revient à une hygiène très simple, très économique Mmh. aussi, d'ailleurs, en revenant à des bons vieux classiques aussi. Alors, pour nettoyer le sol, le vinaigre blanc, le savon noir, passer simplement une microfibre humidifiée, c'est déjà remarquablement efficace. Il y a de plus en plus d'hôpitaux qui utilisent aujourd'hui ce système de microfibre avec de l'eau pour nettoyer les sols. Donc on fait des économies en plus, on préserve l'environnement et on réduit son exposition à tous ces contaminants. Et il y a les systèmes de ventilation, c'est important. Donc je parle de la qualité de l'air intérieur, c'est extrêmement important pour vis-à-vis de très nombreuses pathologies. Donc assurer une bonne aération des logements. Éviter aussi les sources de combustion auxquelles on pense trop peu, mais les poêles d'appoint que beaucoup de personnes utilisent aujourd'hui pour se réchauffer sans avoir à recourir au chauffage électrique qui coûte une blinde. Et ben, malheureusement, ces chauffages d'appoint peuvent générer des pollutions très importantes et générer beaucoup d'humidité qui va condenser sur les parois froides pour favoriser l'apparition de moisissures qui elles-mêmes génèrent des expositions à des agents pathogènes. Bref, il faut vraiment être dans une hygiène de l'habitat. C'est revenir un petit peu aux fondamentaux d'ailleurs, hein. Pas Virginia Anderson, mais Florence Nightingale, la fondatrice des soins Oui. infirmiers, disait il faut une maison dans laquelle on a un air pur, des égouts efficaces, propreté, lumière, etc. Donc on revient aux fondamentaux de la science infirmière, j'allais dire, avoir un environnement, un chez-soi qui soit le plus sain possible, qui soit le plus favorable à la santé possible. Oui, bon, parce que c'est vrai que parfois l'ennemi, c'est le mode de vie. Alors, vous l'avez dit, il y a des critères, qui sont, réglables, aérer davantage, éviter les combustions, et puis il y a parfois, une hygiène de vie, qu'on peut difficilement transformer chez un patient observé ou chez une famille qu'on observe. On a parlé, hein, le travail de nuit, par exemple. Alors du coup, l'idée, ça peut être, c'est pas une fatalité du coup, mais ça peut être de contrebalancer les choses avec de bons conseils sur, l'hygiène de vie, donc mieux s'alimenter, aller contrebalancer en créant, du coup la nuit chez soi, par exemple, au moment où on dort. Toutes ces questions-là, elles sont pas faciles, je pense, à aborder, alors a fortiori avec, des patients, mais aussi dans le cadre de prévention. Est-ce que vous avez des conseils, pour, créer ce moment où on arrive à divulguer sans venir trop transformer les choses ou sans être trop moralisateur? Comment est-ce qu'on peut amener ça? Non, c'est important d'être dans la bienveillance déjà. On veut apporter aux personnes un environnement plus sain. Donc la première chose, c'est de ne pas créer de stress. Donc être dans une dynamique positive. On parle de salutogénèse. C'est un concept très intéressant qui s'oppose à la pathogénèse. La pathogénèse, c'est attention, si vous manipulez tel produit, si vous utilisez de l'encens, vous allez favoriser des pathologies respiratoires, etc. C'est très inquiétant, ça crée du stress. Donc, parler par contre, vous savez, ces substances-là, il faudra les éviter pour favoriser un bon développement de votre système respiratoire. Pour que votre système respiratoire fonctionne au mieux, ce serait intéressant d'éviter ce genre de choses. Être dans une dynamique beaucoup plus positive, une amélioration de la santé si on évite l'exposition à un agent contaminant quel qu'il soit. Cette vision, c'est une vision beaucoup plus positive, c'est ce qu'on appelle le domaine de la salutogénèse. Ça donne envie. Il vaut mieux être dans le fait de pouvoir aller vers quelque chose qui est mieux que de faire quelque chose qui est mal. Voilà, c'est toujours plus positif et ça évite de créer du stress. Et puis un autre élément aussi très important à considérer, c'est de regarder là où les gens se sentent en capacité d'agir. Quand on est face à un individu
et qu'on commence à lui parler, je ne sais pas, de l'encens et qu'on voit la personne qui lève les yeux au ciel, quand on commence à lui dire ce serait bien de réduire l'usage de l'encens pour favoriser un meilleur fonctionnement de votre système respiratoire, par exemple, etc. Si la personne commence à vous dire oh là là, non, mais je ne peux pas me passer de l'encens, bon, on n'insiste pas là où les gens ne peuvent pas, parce que de toute façon, au final, une fois que vous avez quitté les lieux, la personne, elle est maître chez elle, elle fait ce qu'elle veut. Donc à ce moment-là, dire, écoutez, si vous utilisez de l'encens, évitez par exemple de le faire dans une chambre à coucher, clairement, parce que là, vous allez quand même contaminer durablement cet environnement. Favoriser une bonne aération dès que vous avez fait ce genre de choses. Voilà. Donc être dans quelque chose de bienveillant, rien qui soit... En fait, il y a tellement de recommandations qu'on peut émettre que dans toutes ces recommandations, il y en a certaines qui ne passeront pas, dans quel cas on n'insistera pas, mais toutes celles pour lesquelles on sent que la personne se sent en capacité d'agir, l'usage des aérosols. Est-ce que vous utilisez beaucoup d'aérosols? Il y a aujourd'hui une espèce de mode sur l'hyper-hygiénisme, on désinfecte tout avec des sprays désinfectants, c'est une ânerie monumentale. Les sprays favorisent les pathologies respiratoires, contiennent des substances potentiellement impliquées dans le cancer du sein, notamment ces alkylphénols. Est-ce que ces sprays, vous savez, vous rentrez, il y a cette odeur caractéristique. Est-ce que ces sprays, ça vous est vraiment indispensable? J'aime bien. Est-ce que pour favoriser l'épanouissement de votre santé respiratoire, ce serait quelque chose que vous pourriez réduire ou éviter? Oui, peut-être. Alors, dans ces cas-là, quand la porte est entrouverte, vous pouvez commencer à dire ce serait intéressant. Ce serait intéressant parce qu'on trouve là-dedans des composés plus propices à l'épanouissement de votre santé. Donc, être dans quelque chose d'adapté pour être dans la bienveillance. Il faut être dans la bienveillance quand on fait de la prévention primaire. Si on fait peur, on sait très bien que le moteur de la peur n'est pas durablement efficace en termes de prévention. Donc, de la bienveillance, il faut aussi passer un peu de temps avec la personne, c'est vrai, pour voir là où il se sent en capacité d'agir. Et malheureusement, le temps, les infirmières le savent très bien, c'est pas forcément quelque chose dont on a des quantités phénoménales devant nous. On parle, bon, j'évoque un sujet qu'on n'avait pas forcément prévu d'évoquer aujourd'hui ensemble, mais ça m'y fait penser, on parle de plus en plus du bilan de prévention en tant qu'acte, pour les infirmiers libéraux. Je pense que c'est un peu, lent à se mettre en place, hein. Beaucoup de nos collègues, ne savent pas trop comment le mettre en place et puis sur quels critères vraiment, se concentrer. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait s'appuyer sur ce fameux bilan de prévention pour, prendre le temps d'expliquer, de faire savoir et de le faire de cette manière bienveillante que vous préconisez? Ah bien évidemment, bien évidemment. Le problème de la prévention, c'est que c'est juste qu'à une date récente, c'était pas véritablement lucratif, j'allais dire, pour le professionnel de santé. C'était une perte de temps. Enfin, on aurait pu assimiler ça à une perte de temps. Donc, à partir du moment où on va avoir un acte rémunéré autour de la prévention, alors oui, bien sûr qu'il faut le faire, oui, c'est fondamental. Mais il va falloir aussi déconstruire, sans doute au niveau des professionnels de santé, notre idée que la prévention, c'est pas sérieux. Parce que bien souvent, dans le monde infirmier, les infirmiers et infirmières qui vont faire de la prévention en santé au travail, en santé scolaire, ce sont des gens qui ont raté leur carrière. Des gens qui ont voulu avoir des vacances, qui ont voulu avoir les vacances scolaires, qui veulent, etc. Donc il y a une représentation redoutable de tout ce qui est du champ de la prévention, dans le monde de la santé en règle générale, pas que chez les infirmiers, les médecins aussi. Le médecin du travail, il a raté son internat, quoi, c'est à peu près ça. Il n'a pas de revenus très très conséquents en plus par rapport à ses collègues. C'est vrai qu'il y a une représentation redoutable autour de tout ce qui est de la prévention en France. C'est pas sérieux la prévention. Et même pour les politiques. Les politiques préfèrent inaugurer un hôpital avec des équipements dernier cri plutôt que d'inaugurer une maison de quartier avec des professionnels de santé qui vont faire de la prévention. La prévention, c'est quoi? C'est du temps passé, c'est de l'humain, c'est de rapport à l'humain. C'est quelque chose qui est mal valorisé dans nos sociétés hyper technologiques. Et voilà, s'il n'y a pas une application, s'il n'y a pas un système technique, s'il n'y a pas un système avec une performance, s'il n'y a pas d'intelligence artificielle, c'est pas sérieux. Ouais. Et c'est vrai qu'en France, au-delà du système de santé, on est plus, dans un système de réaction plutôt que de
prévention. Pourtant, il y a ce vieil adage qui dit mieux vaut prévenir que guérir. Décidément, c'est que comme ça qu'on aura euh, une incidence sur l'incidence, si je peux m'exprimer ainsi. Donc effectivement, c'est tout un paradigme qu'il faut changer en France pour aller vers de plus en plus de prévention. C'est vrai qu'on le voit dans les textes de santé publique. C'est un mot qui est de plus en plus présent et c'est bien de comprendre pourquoi. C'est bien de comprendre qu'il y a un vrai impact à faire de la prévention et qu'il y a une manière de faire de la prévention, que ça ne s'invente pas. Merci de nous en avoir parlé aujourd'hui. Et j'en profite juste pour préciser aussi que le nouveau programme infirmier qui va commencer en septembre 2026 va laisser un large pan de la formation au champ de la santé environnementale, donc à la prévention sur le sujet. Donc, c'est-à-dire que les choses évoluent quand même dans le bon sens par rapport à ça. Et c'est-à-dire que la génération qui arrive et qui sans doute sera dans un nouveau contexte, puisqu'on attend ce décret avec la consultation infirmière, tous ces temps-là où l'infirmier va pouvoir consacrer plus de temps à l'écoute de son patient et puis à pouvoir encore une fois amener les choses de manière positive, posée et à travailler cette fameuse prévention. On attend cette génération avec impatience, mais aujourd'hui, on peut déjà, nous, s'adapter à ça, changer nos habitudes ou en tout cas notre mentalité sur cette prévention. Un des impacts pour nous, professionnels de santé, ça va être de savoir déjà tout ça. On ne le sait pas forcément, ou alors on a ces fameuses idées reçues en tête. On sait qu'il ne faut pas manger brûlé, mais on ne sait plus pourquoi, sur quoi ça a de l'incidence. Donc c'est toujours bien d'approfondir le sujet, d'être curieux là-dessus. L'importance de se former, toujours, c'est Orion Santé qui le dit, c'est facile, mais c'est très vrai quand même. Et voilà, tout l'enjeu est d'apprendre à reconnaître, repérer et mieux prévenir pour améliorer la santé collective au-delà de la santé individuelle. Oui, tout à fait. On est bien d'accord. Bon, merci beaucoup Philippe Thauvin d'avoir été avec nous. C'était un vrai plaisir de parler de tout ça. C'est pas du tout un discours qu'on veut effrayant. Au contraire, savoir, c'est toujours mieux. Et on vous invite réellement à approfondir vos connaissances sur le sujet et à approfondir aussi votre connaissance sur tout le travail de Monsieur Perrin qui y consacre beaucoup de son temps. Donc voilà, merci à vous Philippe. Merci à vous. Merci beaucoup, merci, à bientôt. Au revoir.